Bonjour, je suis Jessica Alogo, je suis basée au Gabon et je suis fondatrice d'une entreprise qui s'appelle Les Petits Pots de Logoué, qui est dans la transformation agroalimentaire. Donc c'est un atelier de transformation artisanale. Notre produit phare sont les confitures et nous avons aussi une gamme d'épices, de condiments, de moutarde, de bougies, de savons. Donc nous transformons les produits du terroir local. Donc pour moi, c'est la planification des flux financiers, donc entrant ou sortant. Quand j'entends planification, c'est vraiment l'identification, quelle est l'origine des flux. Parce que chez nous, par exemple, on a divers modèles de revenus. Donc c'est important de pouvoir les identifier clairement pour pouvoir les analyser derrière et les rendre plus performants chacun. C'est aussi quelles sont les projections de ces revenus et aussi des dépenses. Donc fixer nos hypothèses de progression ou de régression en fonction du contexte ou du bilan de l'année écoulée. Comment ventiler efficacement et répartir ces revenus. Donc en gros, c'est synthétiser toutes les ressources financières et les dépenses pour comprendre, analyser, les gérer et en fait en tirer un meilleur rendement pour l'avenir et créer plus de richesses et conserver nos actifs. Alors nous, on est un atelier de fabrication. Donc on est sur un modèle d'économie d'échelle en fait, petite marge, grand volume. Donc c'est un modèle économique qui est assez risqué et où les marges sont vraiment faibles et ça peut être facile de perdre de l'argent en fait. Donc avoir une bonne rentabilité, forcément pour nous, ça passe par une planification financière qui est très minutieuse et qui doit être bien faite. Parce que si on n'analyse pas nos coûts minutieusement en amont et qu'on ne fixe pas des prix de vente justes et représentatifs de la valeur réelle des produits, eh bien on va se retrouver en fait à vendre mais sans marge et donc ne pas générer de richesse à la fin. C'est aussi du fait de notre modèle qui est vraiment particulier, toutes ces petites marges-là. Moi, ça m'a vraiment aidé à définir mes coûts de revient de manière très poussée pour identifier les possibilités d'optimisation d'abord, améliorer la rentabilité, soit en minimisant, soit en optimisant certains centres de coûts. Ça me permet aussi d'identifier les produits qui ont des marges plus intéressantes parce que tous les produits n'ont pas les mêmes marges et puis de mettre en place des stratégies pour booster ceux qui ont plus de marge, comment plus les pousser puisqu'ils demandent peut-être moins d'énergie et on gagne plus d'argent dessus. Ceux à moindre valeur ajoutée, se poser la question, est-ce qu'il faut continuer à les garder, est-ce qu'il faut les abandonner? Donc moi, ça m'a vraiment aidé sur ce point-là à maîtriser les coûts de production et avoir une rentabilité plus efficace et une meilleure rentabilité. Oui, donc on tient un budget. Donc l'exercice budgétaire, je le fais soit en début d'année, enfin je le commence en fin d'année en général quand j'ai tous les chiffres et puis je le peaufine en début d'année, qui sera basé sur mes objectifs de production de l'année en cours. Et ces objectifs de production et de vente de l'année d'en plus, ça va être basé sur l'analyse de l'année écoulée. Concrètement, combien on a produit l'année dernière, combien on a vendu, c'est quoi mes projections d'évolution, est-ce que je vais avoir plus 20%, plus 30%, en fonction du contexte, on essaie de se fixer des objectifs raisonnables en fonction des contextes. Et puis, je réévalue aussi les postes budgétaires. Est-ce qu'il y a des lignes de budget où l'année dernière, je pensais dépenser plus, j'ai dépensé moins, donc je peux optimiser à ce moment-là. Donc, tout ce qui a été non réalisé ou partiellement réalisé, ça me permet aussi d'épurer le budget. Donc, c'est un exercice que je fais au départ. Et puis après, au fil de l'année, je check tous les trimestres. Où est-ce qu'on en est par rapport au budget? Donc, je réévalue l'exercice, donc le réaliser par rapport au budgétisé, pour voir est-ce qu'on est toujours dans les clous, est-ce qu'on a dépassé, est-ce qu'on est en dessous, et ça me permet de naviguer de manière harmonieuse pendant l'année. D'abord, pour moi, pour arriver à gérer correctement ma trésor, c'est vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure,
ne pas me louper sur les coûts de revient, les coûts de vente et analyser chaque produit ou service séparément pour voir si chacun contribue à la rentabilité ou pas. Parce que je me dis, bon, ben, ça sert à rien de vendre des produits si je gagne pas d'argent dessus et ça n'a aucune valeur ajoutée en termes de trésorerie. Donc, m'assurer déjà que le prix de mes produits est juste et vraiment, je m'emploie à éliminer toutes les inefficacités et à optimiser les coûts de revient au maximum. Donc, pas juste traquer les ventes, mais surtout traquer les ventes qui sont rentables et évaluer la performance de chaque produit. Donc ça, c'est vraiment le premier exercice pour moi qui est important au niveau de la trésor. Ensuite, c'est la prévision des flux de trésor pour l'exercice, parce qu'on est aussi sur une autre particularité, on est sur un produit saisonnier. Donc, on est sur un produit haut de gamme, esprit cadeau. Donc, on a des périodes de l'année où on a des gros revenus, on a des périodes de l'année où on a des mois creux. Donc, à Noël, on sait qu'on va vendre, à la Saint-Valentin, à la fête des mères, etc. On sait que ce sera nos gros mois spot et on sait que le reste de l'année, ça va être vraiment de la vente récurrente, mais ce sera des mois plus creux. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à prévoir de façon efficace les grosses dépenses de stock notamment, parce qu'on a beaucoup de stock. Tout ce qui est emballage, accessoires, rubans, etc. Donc, on a beaucoup de stocks et on importe donc beaucoup de consommables qui vont être immobilisés pendant beaucoup de mois. Et ça épuise beaucoup notre trésor parce que bon, c'est de l'argent qui va être posé dans des containers pendant 1 an des fois. Et donc, on doit planifier finement les moments de l'année où on va passer ses commandes afin de ne pas se retrouver dans une situation difficile et que les décaissements doivent pas se faire à un moment où on soit un mois creux et où c'est déjà un peu difficile. Et en plus, il faut faire des décaissements pour sortir de l'argent pour du stock. Donc, il faut que j'arrive à gérer ça en termes de prévision. Ensuite, la trésor aussi pour moi, c'est vraiment la gestion de l'inventaire de mes stocks et de mes actifs. Ça m'est déjà arrivé par exemple de devoir liquider des actifs pour financer ma trésor. Donc, j'ai toujours une bonne connaissance du stock. Je le suis régulièrement et parce que je le considère vraiment comme un actif et comme une source potentielle d'argent. Et voilà. Je sais que si peut-être en mois difficile, je peux liquider ça. Et ça me permet de gérer la trésor. Et puis, au quotidien, le suivi des comptes, réévaluer, on réévalue toujours par rapport aux projections, comme j'ai dit, par exemple, par rapport au budget, en termes d'entrée, ce qui était prévu, est-ce qu'on a réalisé, est-ce qu'on a sous-réalisé, pour pouvoir continuer perpétuellement à générer des entrées et à générer des flux d'entrée suffisants. De manière concrète, sur le plan opérationnel, tous les jours, je suis la trésor, combien on a en banque, est-ce que par rapport à ce qu'on s'était fixé, par rapport aux prévisions, on est là où on devait être. Et tout ça, c'est pour m'assurer que je vais toujours prévoir les mois creux et parce qu'ils vont arriver, parce que c'est le modèle de l'activité et que dans ces mois creux-là, je ne serai pas à court de liquidité et que je pourrais toujours continuer à assurer les charges de l'entreprise. Alors, la question. Bon, je dois dire que au début, c'était plus difficile, mais aujourd'hui, ça fonctionne plutôt bien. Bon, de toute façon, les petits pots, ils ont un compte en banque, voilà. Ils ont leur compte en banque et puis moi, j'ai mon compte personnel. Bon, l'avantage, c'est qu'on fait beaucoup de B2B. Donc, en fait, c'est beaucoup de règlements par chèque ou par virement qui, de toute façon, sont au nom de l'entreprise et sont de facto déposés sur les comptes. Donc là, il n'y a pas possibilité de détourner de l'argent ou de prendre l'argent pour moi personnellement. Maintenant, pour les opérations en B2C où on a des règlements en espèces, donc on s'oblige à faire des dépôts sur le compte des espèces régulièrement pour pas rester avec de l'argent dans les mains, parce que c'est vrai que bon, quand on a de l'argent dans les mains, si moi j'en ai pas personnellement, peut-être je vais me dire bon, j'emprunte, après je rembourse. Donc à chaque fois qu'il y a un certain montant en caisse, on va le déposer directement pour éviter d'avoir justement des espèces avec nous et éviter d'avoir à justement taper dans la caisse de l'entreprise. Pour tout ce qui est des actifs, bon, c'est pareil, hein, les actifs. Bon, après, c'est vrai qu'il y a peut-être un peu de confusion, comme par exemple un véhicule. Bon, j'ai un véhicule qui est plutôt personnel que j'utilise pour l'entreprise. Bon, il y a des choses comme ça qui arrivent, mais sinon, au niveau des flux financiers en entrée, aujourd'hui, c'est assez carré et j'arrive à vraiment séparer mes ressources personnelles de celles de la société.
Donc, j'ai un fonds d'urgence personnel, oui. Alors, pour Pepo, jusqu'à longtemps, on n'avait pas de fonds d'urgence. On avait un compte courant où toutes les opérations passaient. Bon, régulièrement, on a ouvert un compte bancaire épargne dans l'idée de, voilà, de se créer justement un fonds d'urgence et de l'argent au cas où, en cas de besoin. Et aussi, on a une tantine mensuelle. Donc, on fait une tantine aussi avec d'autres entreprises, d'autres entrepreneuses, bon, que je considère aussi comme une ressource financière d'urgence en cas de, voilà, en cas de problème. Alors, donc la question de la rémunération, c'est vrai qu'au début, pendant quelques années, ça a été vraiment épineux. J'avais tendance à ne pas me verser de salaire parce que je voulais vraiment sauvegarder la trésorerie de mon entreprise et à vivre sur mes fonds propres. Donc aujourd'hui, j'ai évalué un salaire fixe en fait qui correspond à mes dépenses courantes d'entretien. Voilà, gérer mes besoins au quotidien, d'électricité, de loyer, etc. Donc, je me verse un salaire fixe qui correspond à ça. Et ensuite, je me verse un pourcentage de dividendes en fin d'année. Donc, ça me permet de subvenir à mes besoins de base de manière décente toute l'année. Et en fin d'exercice, en fonction de la performance de l'entreprise, je me reverse un dividende. Donc, en termes de planification financière, en fait, on a... bon, moi, j'ai un fichier, un outil que j'utilise et qui me permet de faire les planifications sur 10 ans. Donc là, c'est vraiment des modèles itératifs où je pose des hypothèses et j'arrive à me projeter. J'ai conçu la matrice pour qu'elle soit sur 10 ans. Donc, effectivement, j'ai cette option-là de me projeter au-delà de juste une année. Maintenant, c'est vrai que je me projette rarement au-delà de 3 ans, parce que je me dis, bon, je me dis au-delà de 3 ans, ça me semble quand même super incertain. Mais bon, voilà. Donc, en général, je vais faire les hypothèses sur 3 ans et voir, voilà, la pente, évaluer la pente sur 3 ans et poser les hypothèses qui me permettent d'avoir des chiffres pertinents sur ces 3 années-là. Ensuite, en termes d'investissement, ça aussi, oui, on les prévoit à l'avance. Bon, par exemple, nous l'année dernière, on a fait beaucoup d'investissements en matériel. Bon, on savait que en 2021, il fallait qu'on fasse des investissements locaux, infrastructures, etc. Donc, c'est des choses qu'on avait planifiées. En fonction, tout ça toujours en fonction de nos hypothèses d'évolution, où est-ce qu'on en serait rendu, quels seraient nos besoins à ce moment-là en termes d'infrastructure, etc. Donc, tous ces besoins-là, on les évalue en fonction des hypothèses d'évolution qu'on pose. En ce qui concerne les actifs, il y a donc quelque chose qui est très important et sur lequel voilà, où je vais être très prudente, c'est justement l'investissement sur les actifs. Se poser toujours la question, est-ce que c'est nécessaire et est-ce que cet investissement-là est pertinent vu le degré de maturité de l'entreprise? Parce que c'est vrai qu'on a parfois tendance à vouloir acheter des machines de transformation, etc. Mais finalement, est-ce que la production qu'on a le nécessite? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'investir dessus? Parce qu'immobiliser 10 millions sur une machine qui va tourner sur, je ne sais pas, 1000 pots alors qu'elle est designée pour 10 000, pour moi, c'est un investissement à perte. Donc, mais tout ça aussi, voilà, c'est planifié. C'est-à-dire que quand je fais par exemple mon tableau de planification, si je me dis, dans 3 ans, avec les projections, je serai, bon, je dis des chiffres comme ça, je serai à 100 000 pots plutôt qu'à 50 000 aujourd'hui. Mais quand j'arriverai à 100 000 pots, j'ai besoin d'investir dans cette machine qui sera rentable dans le contexte des 100 000 pots, mais qui ne l'est pas dans mon contexte des 50 000 actuels. Donc, je suis en général très prudente sur l'investissement et je me dis toujours qu'on peut faire plus avec moins, en fait. Et d'ailleurs, l'expérience me l'a montré. J'ai déjà fait un investissement sur une machine et en fait, la machine n'a pas vraiment servi. Parce que mon personnel estimait que... Pourtant, c'était une machine qui était censée automatiser la production et aller plus vite. Mais ça leur est paru à eux inutile. En tout cas, ils avaient plutôt le sentiment de perdre du temps sur cette machine-là. Mais je pense que c'est plutôt du fait de la cadence, en fait. Et qu'on n'avait juste pas la bonne cadence.
qui nous permettait de rendre la machine optimale. Donc, c'était un investissement à perte. Donc, maintenant, je suis très prudente sur ce type de dépenses et je me dis toujours, on peut faire plus avec moins. Et comment, avec ce qu'on a aujourd'hui, que ce soit en termes de ressources de personnel ou en termes de ressources de matériel, on peut faire plus plutôt que d'acheter autre chose, peut-être en changeant les process, en shiftant les équipes, en travaillant différemment, plutôt que d'investir sur un matériel supplémentaire. Donc, en ce qui concerne les outils de planification financière, alors ça va dépendre du type de suivi que je vais vouloir avoir. Donc, je vais beaucoup m'appuyer sur des fichiers Excel. Donc, c'est des matrices Excel que j'ai bâties dans le temps, que j'ai commencé à construire quand j'ai commencé et qui se sont affinées en fait avec le temps voilà, parce qu'on a beaucoup de ratios en fait, on fait beaucoup de découpes, donc il y a les pertes, on enlève les pots, au lieu d'avoir 100 kilos, il nous en reste 50. Donc il y a beaucoup tous ces calculs de rendement là en fait qui sont pas toujours très cohérents. Sur une livraison, je vais avoir un rendement de 50%, sur une autre livraison, je vais avoir 30%. Donc il faut que j'arrive à trouver un chiffre moyen en fait qui me permette de pas perdre d'argent, ou du moins de rentrer un chiffre qui va faire en sorte que je perdrai pas d'argent sur l'année. Et donc, c'est des matrices que j'ai bâties au début et en fait que j'actualise, que j'update régulièrement sur la base de nouvelles moyennes que j'observe ou si les trends changent. Donc, dans tout ce qui est projection de coût de revient des produits et suivi des marges du coup, parce que là, ce sera vraiment au niveau du suivi des marges, c'est vraiment ce qui est important pour moi au quotidien. Je vais m'appuyer sur ces matrices-là. Parce que là, j'ai vraiment breakdown les coûts de manière très précise et j'arrive à avoir des calculs de coûts de revient très précis au grammage près. Donc ça va être, ce qui est quand même, c'est une activité qui est importante pour moi, le suivi des coûts de revient et des marges, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, les marges sont vraiment fines. C'est comme les importations de bocaux, par exemple, c'est des fichiers que je dois mettre à jour régulièrement, parce que d'un batch à l'autre, peut-être que j'ai fait une importation de pot où le pot me revenait à 200, là la douane a coûté plus cher, je suis passée de 200 à 300, donc ça fait quand même 100 francs de différence sur un pot, c'est énorme. Donc moi je travaille beaucoup au quotidien sur ça en fait. Le suivi des coûts de revient et les marges pour m'assurer que j'ai toujours un prix de vente juste et que je crée de la valeur et que je ne perds pas d'argent. Donc pour ça, je vais beaucoup m'appuyer sur ces fichiers Excel. Ensuite, pour le suivi des flux, entrée-sortie au quotidien, tableau de bord, combien on a vendu aujourd'hui, est-ce qu'on est au-dessus des objectifs, est-ce qu'on est moins. Là, je vais plutôt travailler sur des logiciels. Donc j'ai un logiciel de caisse, donc de vente, où là je vais suivre toutes les ventes, que ce soit en B2B ou en B2C, et donc là j'aurai toutes les entrées. Ça s'appelle Loyverse point de vente, c'est rattaché à une imprimante qui imprime les tickets de vente. Et ensuite j'aurai un autre logiciel QuickBook, où là je vais rentrer plutôt les ventes de manière globale, à part les B2B où là je vais créer les clients. Mais là, c'est plutôt un flux d'entrée quotidien. Aujourd'hui, on a vendu tant. Donc, en entrée, je ne vais pas breakdown les clients puisqu'ils sont déjà détaillés sur le logiciel de ticket de caisse. Et là-bas, ça va être plutôt suivi des dépenses. Donc, là, ce sera vraiment le tableau de bord entrée, sortie et suivi trésor. Alors, mon conseil aux entrepreneurs qui débutent, j'en ai beaucoup parlé pendant l'interview et je vais revenir dessus parce que pour moi, c'est vraiment fondamental. Parce que le but, c'est de créer de la richesse. C'est pas de vendre des choses. C'est vraiment de créer de la richesse et de s'assurer qu'on gagne de l'argent. Et ne pas perdre du temps et pouvoir savoir quels produits il faut abandonner. C'est-à-dire que les produits où je ne gagne pas d'argent, soit je les abandonne, soit je trouve une manière de les optimiser. Donc, la planification financière, le suivi des coûts de revient, les marges, le suivi des marges et la fixation des prix qui font partie de la planification financière parce que c'est ça qui va nous permettre de nous projeter et de dire je vends tant, je gagne tant et j'ai tant de marge. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement fondamental et qu'il faut arriver à asseoir
dès le départ. Moi, je vois trop d'entrepreneurs qui perdent de l'argent parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans le même secteur que moi, par exemple, dans l'agroalimentaire, qui vont transformer des fruits, que ce soit en jus ou en confiture. Et moi, j'ai vraiment en tête une idée des coûts très précise. Donc, quand je les vois vendre, je sais qu'ils perdent de l'argent. En fait, eux-mêmes s'en rendent pas compte, mais je sais de manière certaine qu'ils perdent de l'argent et ça, j'en vois beaucoup. Et je trouve toujours ça inacceptable de s'épuiser, de travailler pour au finish ne pas répercuter un coût juste, soit parce que on veut vendre pas cher, parce qu'on se dit qu'on va vendre plus, ou parce que tout simplement on n'a même pas conscience en fait qu'on vend pas au juste prix et qu'on perd de l'argent. Donc c'est vrai que ça prend du temps, mais arriver à s'asseoir et de manière très détaillée avec des grammages. Et là, c'est pas à la louche, c'est vraiment peser. Si j'ai un litre de jus, il y a combien de grammes d'ananas dedans? Arriver vraiment à rentrer dans des calculs très précis pour savoir c'est quoi le coût de revient de mon produit et à combien je dois le vendre pour pouvoir couvrir mes charges et créer de la richesse. Et encore une fois, ne pas s'épuiser à travailler pour ne pas gagner d'argent et pour ne pas s'enrichir, parce qu'à la fin, c'est ce qu'on veut. C'est pas juste qu'on dise de nous qu'on est des entrepreneurs ou c'est pas juste de faire le buzz, c'est de gagner de l'argent, arriver à s'enrichir et bâtir de la richesse pour nous et qu'on lèguera à nos enfants. Et si on n'arrive pas à faire cet exercice de planification financière, les entreprises ne peuvent être absolument pas pérennes parce que on peut pas financer une entreprise à perte ad vitam aeternam. C'est vrai qu'au début, moi, j'ai perdu de l'argent, j'en investissais, mais j'avais une planification financière qui me permettait de dire ok, cette année-là encore, il faut peut-être que j'injecte de l'argent, mais l'année prochaine, mes ventes seront à tel niveau, donc mon entreprise sera financièrement autonome. Mais ça, j'avais les outils pour le prévoir et j'avais les outils pour le calculer, et donc ça me donnait l'assurance que, ok, je suis pas en train d'investir de l'argent et de l'énergie à perte. Donc voilà, je vais vraiment revenir sur cet aspect-là, arriver à suivre ses coûts, évaluer ses coûts de revient de manière très très juste et fixer ses prix de vente.